Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce quatrième webinaire que Fréquin organise à l'occasion de la Journée mondiale des transports durables. Nous avons la chance j'ai la chance d'avoir à mes côtés un panel d'experts qui vont nous partager leur vision sur le futur des flottes professionnelles en France. Un petit point pour démarrer, si vous voulez, les questions. Si vous avez des questions au cours du webinaire, vous pouvez utiliser l'onglet questions-réponses. Les questions ne seront pas adressées pendant le webinaire, mais nous enverrons avec le replay une réponse aux questions qui auront été posées. Vous pouvez également nous interpeller via les réseaux en suivant Fréquin France si vous avez des questions ou vous souhaitez réagir à ce webinaire. Alors, je vais présenter rapidement nos différents intervenants. Donc, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Jean-Yves Kerbrat. Donc, Jean-Yves, vous dirigez MAN Truck and Buses France, un constructeur de véhicules industriels engagé dans le développement multi-énergie. Merci d'être avec nous. Tariel Chameroy, euh, vous pilotez la stratégie RSE de DB Schenker et présidez la commission développement durable de TLF au cœur des enjeux de transition du secteur. DB Schenker en France, c'est une flotte de 1200 véhicules en propre, il me semble à peu près, donc on se parle d'une flotte conséquente. Éric Neffo, vous représentez Fleur de Mai, un traiteur parisien, et vous venez partager votre retour d'expérience très concret sur la gestion d'une flotte urbaine, puisque vous opérez en permanence 6 véhicules légers et frigorifiques. Et Fleur de Mai est également une entreprise à mission. Donc nous reviendrons sur ce point au cours du webinaire. Merci d'être avec nous. Ensuite, nous avons Olivier Dutrec. Vous accompagnez les grands comptes de Fréquin au quotidien dans l'évolution, dans leur évolution, entre leurs partenaires business et également dans leur transition énergétique de leur flotte. Donc, vous avez un bon panel des attentes, des besoins et de la façon dont les gestionnaires de flotte adressent ces questions aujourd'hui. Et enfin, Olivier Renard, vous êtes le directeur général de Fréquin France et vous portez la vision de l'entreprise face aux mutations du marché et aux nouvelles énergies. Un panel donc assez riche. Et moi, Bérénice Bougard, directrice décarbonation et innovation chez Fréquin, j'aurai le plaisir d'animer nos échanges. Alors avant d'ouvrir le débat, j'aimerais qu'on pose quelque chose tous ensemble. C'est pourquoi doit-on décarboner? Qu'est-ce qu'une flotte durable et quel est l'enjeu pour la filière? Peut-être que Tariel, vous avez pas mal travaillé sur ce sujet-là en étant chez TLF, mais également chez DB Schenker, parce que vous avez démarré il y a longtemps. Donc peut-être que vous pouvez nous partager quelques éléments sur les raisons qui nous poussent dans cette direction. Absolument, absolument. La question des émissions de CO2 dans le monde du transport est intimement liée à la question du dérèglement climatique. Nous utilisons depuis plus de 100 ans les carburants fossiles pour mouvoir les biens et les personnes. Et ça fait partie de ces émissions qui génèrent tout ce dérèglement. Étant donné que le transport au sens large, c'est-à-dire les biens et les personnes représentent à peu près un tiers des émissions de CO2 mondiales, même si la France a un élément, des chiffres plus élevés, je vais vous les donner ici, eh bien, évidemment, c'est le secteur qu'il faut bouger pour faire en sorte, essayer d'endiguer et de faire en sorte d'essayer d'endiguer le réchauffement au 1,5 degré, voire aux 2 degrés, ou du moins même le contenir, puisque ces objectifs ont l'air déjà de ne pas être tenus. Au niveau français, le transport au sens large, donc 34% des émissions de CO2, on voit qu'il est suivi de loin par l'agriculture avec 20% ou l'industrie avec 17%. Et dans ce transport, donc, donc il faut le scinder en deux, une partie transport pour les personnes et puis une partie sur la partie mobilité de marchandises. La dernière étude qui a été faite par l'ADEME mentionne un chiffre de 11% pour la partie véhicule. Ce chiffre est très difficile à tenir. Qu'est-ce qu'un poids lourd, hein, où est-ce qu'il opère? Voilà, ces chiffres il faut les prendre avec des pincettes. On évoque même le chiffre de 17% si on commence à introduire toute la partie mobilité des personnes qui font du transport de marchandises.
Nous-mêmes, quand nous allons au supermarché le samedi, on fait du transport de marchandises. Donc voilà, le chiffre pourrait monter jusqu'à 17%, donc il est plus élevé. On voit sur le graphique de droite que globalement, les différentes industries sont dans une réduction d'émissions de CO2 et le transport de marchandises, lui, fonctionne encore grandement avec des carburants fossiles, le diesel en l'occurrence, mais aussi le kérosène pour l'aviation, si on prenait aussi toutes ces émissions-là. Et donc, on est intimement lié à la volumétrie de marchandises que nous transportons. L'enjeu pour nous, évidemment, c'est d'être en capacité de faire un transfert, de transférer l'énergie vers des énergies durables, l'électricité en faisant partie, bien qu'on verra qu'il y en a plein d'autres. Donc voilà pour camper le décor, avec un peu de dernier slide en bas à droite, là, fait une petite image en bas à droite. Ne confondons pas changement climatique et pollution atmosphérique. Les énergies peuvent très bien être décarbonées, mais continuer à faire de la pollution atmosphérique. Même un véhicule électrique fait de la pollution puisqu'il y a des gommes et du freinage, donc il y reste encore une partie de pollution, mais on va parler principalement du changement climatique et donc des CO2. Voilà. Merci beaucoup, Tariel. Effectivement, l'Europe partage ce constat et a mis plusieurs systèmes, que ce soit réglementaires ou incitatifs, pour engager tout le secteur dans cette voie. Et d'ailleurs, Jean-Yves, pendant que nous préparions ces échanges, vous disiez que nous faisons partie du problème, nous devons faire partie de la solution, et j'ai trouvé ça très juste. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, mais j'ai trouvé ça très juste dans cette transition qui s'annonce importante pour le secteur. Absolument. Bonjour à tous. Euh, Daniel le montrait à l'instant, le transport routier, c'est 11% des émissions de CO2 en France. Si vous vous dites qu'une entreprise comme la nôtre fait à peu près 10 ou 11% de part de marché, qu'importe, ça veut dire que 1% des émissions de CO2 en France sont de notre fait. 1% des émissions de CO2 sont du fait d'une entreprise comme la nôtre. Pas exclusivement, mais bien sûr dans l'ensemble de la chaîne qui émet des émissions de CO2. Donc oui, bien sûr que notre rôle, c'est d'en avoir conscience et puis de se dire qu'on doit être aussi partie des solutions et de proposer des solutions alternatives. Voilà. Au-delà de ça, il faut aussi mesurer le contexte, mondial ou européen. On a parlé bien sûr des accords de Paris. L'Union européenne est engagée à réduire l'empreinte carbone, y compris dans le transport. Et par exemple, elle demande aux constructeurs en Europe, constructeurs de poids lourds notamment, de réduire leur empreinte carbone de près de 43% d'ici 5 ans par rapport à une année de référence qui est 2019. Vous doutez bien que réduire de 43% son empreinte carbone, ça ne se fait pas aussi facilement que ça, d'autant que ce n'est qu'une étape. La suite, c'est moins 65% d'ici 10 ans et moins 90% d'ici 15 ans. Donc on est, qu'on le veuille ou qu'on y soit contraint, qu'importe, en l'occurrence on le souhaite, on est amené à mettre en place des stratégies de réduction drastique de notre empreinte carbone. Complètement. Alors on voit un petit peu deux tendances quand même. On va un petit peu ségréguer les véhicules légers, les véhicules personnels et les véhicules légers, et puis les poids lourds. Effectivement, on voit sur les immatriculations sur les 9 derniers mois une augmentation, en tout cas des véhicules hybrides ou électriques, mais on est quand même sur une énergie un secteur qui passe plutôt directement à l'électrique. Il n'y a pas trop de biocarburants, biogaz, etc. C'est pas du tout la question sur les VP et les VUL. On voit que c'est quelque chose qui transitionne du diesel à l'électrique globalement, et c'est une tendance qui augmente, puisqu'on voit bien en 2024, sur les 9 mois de 2024, 11,17% de ces véhicules ont été immatriculés en électrique l'an dernier, contre 17,20% à date cette année. Donc il y a quand même une véritable augmentation des immatriculations véhicules légers et véhicules particuliers en France. Pour le poids lourd, c'est un petit peu différent. Et donc là, si on peut passer à la slide suivante, on a un rapport qui a été
publié en janvier 2025 par Carbon 4 sur quelle technologie pour les poids lourds longue distance de demain, avec ces graphiques que je vous invite à aller regarder dans le rapport, qui sont un petit peu compliqués, mais en gros qui demandent une lecture un peu plus approfondie, mais qui disent que la seule énergie pour le transport qui soit disponible et qui soit décarbonante vraiment, c'est l'électrique, avec une maturité des infrastructures nécessaires, de la faisabilité opérationnelle qui ne sont pas encore tout à fait disponibles aujourd'hui et qui vont arriver dans les prochaines années parce que les investissements sont en cours. Alors à quelle vitesse, on pourra en discuter, mais que c'est vraiment la technologie qui permettra de remplacer pour le poids lourd le diesel à un certain terme. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur le sujet, donc j'ouvre le débat. Déjà, est-ce que on pense que l'avenir est 100% électrique à 10 ans? Est-ce qu'il y a un bon équilibre à trouver? Est-ce que vous corroborez ce rapport? Mais voilà, donc peut-être Tariel, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat et cette vision à 10 ans? Oui, alors, en tant que TLF, je prends la casquette de présidence de la Commission développement durable de TLF, il est clair que l'électromobilité est une solution de choix et une solution pérenne pour l'avenir. Néanmoins, il ne faut pas douter que tous les transporteurs ont un enjeu majeur, c'est le renouvellement du parc. Quand on a un parc, ça ne se change pas en claquant des doigts. Et donc, il faut laisser le temps au temps. Et pour ce faire, on a plein de solutions alternatives qui se proposent à nous pour pouvoir réduire les émissions de CO2 avec principalement des biocarburants, que ça soit du HVO, du B100, du biogaz, de telle manière à ce qu'on soit capable de pouvoir gérer le temps, puisqu'un véhicule a une durée de vie, enfin un poids lourd a une durée de vie d'à peu près une douzaine d'années. Il faut être capable de gérer le temps et de remplacer le parc. Alors maintenant, je mets ma casquette Schenker. C'est exactement ce qu'on fait, ça l'illustre. Nous investissons lourdement dans la partie électromobilité. On a un parc de véhicules conséquent, on le verra tout à l'heure. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas migré un bon nombre de véhicules à nous vers des biocarburants, que ce soit du biogaz, que ce soit du HVO et aussi du B100 pour le marché français. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer ces énergies. On est dans un temps, certes, d'urgence, mais quand même dans un temps long, eu égard aux investissements qui doivent être portés par une profession qui est, on le sait, gagne petite. Puisque les marges, et encore en ce moment, la situation est encore plus critique finalement sur le marché. Donc oui, il faut préparer, on le reverra, Bérénice, je sais tout à l'heure, comment on installe finalement l'électromobilité au sein de nos flottes et principalement autour de nos infrastructures, mais ça ne doit pas nous empêcher de pouvoir avancer de manière pragmatique avec des solutions alternatives, en essayant de retirer au maximum ce qui est le plus impactant, c'est-à-dire le diesel et puis le gaz naturel, j'entends le gaz issu de l'importation. Ok, merci beaucoup Tariel. Eric, vous opérez plutôt une flotte de véhicules légers. Est-ce que vous partagez ce constat sur le fait que ça soit plutôt l'électrique qui va être sans débat arrivé assez rapidement, peut-être même avant les 10 prochaines années? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, nous, effectivement, on est sur une structure, comme vous l'aviez évoqué, de 6 à 12 véhicules. On est sur 12 à l'heure actuelle, avec 3 véhicules électriques qu'on a obtenus chez vous en 2024. Là, on a renouvelé sur du thermique gasoil pour des problèmes de fiabilité pour le moment du véhicule. Comme je vous disais, quand ça fonctionne, c'est parfait. Tout le monde est content d'avoir le camion électrique. Après, on a rencontré quelques petits problèmes qui font que sur des premiers véhicules, là, les mises à jour commencent à arriver et les problèmes se règlent un à un. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et derrière, en fait, pour nous, l'électrique, la chance qu'on a, c'est qu'on a une petite flotte, donc des petits besoins en structure de recharge. Qu'on peut avoir chez nous sans problème et qu'on a mis en place avec des bornes de recharge 22 kg qui nous permettent de gérer la charge de nos véhicules sans avoir de coupure.
Le travail pour nous, et c'est pour ça qu'on passe sur du diesel, c'est d'attendre de voir comment la structure extérieure, les bornes de recharge à l'extérieur vont se développer, sachant que nous, on intervient quand même quasiment dans Paris Intramuros, et que du coup, les structures de bornes sont difficilement accessibles. Et notre objectif, c'est de développer des bornes, ou en tout cas des structures de bornes avec nos partenaires chez lesquels on intervient de manière régulière, des lieux comme Viparis ou GL Event qui ont des structures fixes sur lesquelles on intervient à l'année et avec lesquelles on aimerait agrandir leur parc de structures de bornes électriques pour qu'on puisse en profiter. Oui, donc la transition électrique, ouais, voilà, effectivement, la transition électrique côté VUL, ça fonctionne. Comme vous dites, quand ça fonctionne, l'autonomie est suffisante, la recharge fonctionne, etc. Mais effectivement, vous avez un peu essuyé les plâtres des pionniers, c'est-à-dire d'avoir utilisé des véhicules électriques qui, effectivement, sur lesquels on a moins de recul avec quelques soucis opérationnels et aussi un besoin en attente de l'écosystème pour pouvoir pallier à vous recharger en dehors de votre dépôt. Jean-Yves, en tant que constructeur, comment vous voyez cette transition sur les 10 prochaines années et plutôt, peut-être côté poids lourd et VUL également, est-ce que vous êtes d'accord avec cette tendance forte vers l'électrique? Alors, d'abord, on est tous d'accord, l'ennemi, c'est les énergies fossiles. On parle de diesel ou bien de gaz non bio, c'est évidemment les émissions qu'il faut combattre. Comment on le fait? On l'a dit, certains d'entre nous. D'abord, il y a des solutions de transition assez faciles à mettre en œuvre dans les cas de Renault Park qui peuvent être faits avec tout ce qui est biocarburant. Biocarburant, c'est effectivement B100, H2O, biogaz, etc. Et ces solutions-là, dans le monde du camion, elles ont déjà je dirais une certaine publicité, puisque notre estimation, c'est autour d'un camion sur 5 aujourd'hui qui est vendu, roule avec ce type de solution. Donc c'est assez significatif. Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Là, on l'a dit tout à l'heure, l'enjeu, c'est aussi la santé publique, c'est le fait que chaque véhicule qui roule n'émette pas de CO2, et qu'on ne se contente pas simplement d'une meilleure équation du champ à la roue ou du pu à la roue. Donc c'est vrai que les solutions de type zéro émission, qu'il s'agisse de l'électrique ou de l'hydrogène, sont les solutions d'avenir. Et ensuite, si on évalue rapidement ces deux options, on pourra dire que celles qui concernent l'hydrogène sont plutôt pour du long terme, voire très long terme, parce qu'elles sont aujourd'hui pas encore matures. Et puis celles qui concernent l'électromobilité, aujourd'hui, dans le véhicule industriel, elles ont le mérite d'avoir, dans les cas d'usage qui sont possibles, bien sûr, on parle à peu près de un cas d'usage sur deux où on peut électrifier un véhicule. Et dans ce cadre-là, elles ont la vertu d'avoir un TCO, une équation économique qui est rentable pour les clients. Voilà. Donc finalement, si on résume, on dit le fossile, il faut en sortir. Les bio sont une solution intérimaire, pas suffisante, mais qui peut permettre à court terme de régler un certain nombre de problèmes. L'avenir, c'est les solutions de type électro, c'est en tout cas comme ça qu'on voit les choses. Et puis, il faut rester ouvert sur le fait que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, si un jour on arrive à avoir une équation économique un peu plus intéressante, des véhicules hydrogène puissent prendre une petite part du mix énergétique, notamment celles qui ne pourront pas être couvertes par des solutions électriques. Oui, parce que l'hydrogène, ce n'est pas uniquement un problème de technologie qui n'est pas encore là, c'est effectivement aussi un problème de TCO aujourd'hui, de coût, donc de TCO, donc de Total Cost of Ownership, combien ça coûte d'opérer ce véhicule pour nos clients. C'est vrai que l'hydrogène aujourd'hui, les solutions techniques commencent à exister, mais le TCO n'est pas encore tout à fait... Le seul intérêt de l'hydrogène, ce sera d'adresser des petites niches de marché qu'on ne peut pas adresser avec les véhicules électriques. D'accord. Donc l'hydrogène viendra en complément de l'électrique qui se... On va dire un petit complément. Par exemple, des véhicules qui font 100 tonnes, 120 tonnes, qui font de très longues distances. Bon, là, évidemment, ce sera difficile d'avoir des véhicules électriques pour ça, mais en dehors des cas d'usage un petit peu extrêmes qui auront besoin de véhicules avec ce type d'énergie, oui, bien sûr qu'on s'attend à ce que la majorité
du mix évolue vers les véhicules électriques. Ok, super. Merci beaucoup pour ces éléments. Et on a parlé de cette transition qui doit se passer sous l'impulsion de l'Europe et pour les enjeux climatiques qu'on a dépeints. Et quels sont les principaux moteurs de la transition? Pourquoi une entreprise se met en action? Qu'est-ce qui pousse une entreprise, puisque là on a plutôt des entreprises, à agir sur ce segment, à transitionner, parce que quand on écoute, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, Eric, on a dit qu'on reparlerait du fait que Fleur de Mai est une entreprise à mission. Et je vais me permettre de le définir parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est une organisation dont l'objet social intègre des enjeux sociaux et environnementaux en plus de la recherche de profits financiers. Et c'est un statut juridique, je crois. C'est vraiment quelque chose, c'est pas juste déclaratif. Non, on a dans cette entreprise à mission des objectifs statutaires qui sont déclarés et sur lesquels on doit avoir un suivi permanent, et on a un audit permanent et aussi par des personnes extérieures. Donc, on a des obligations de résultat, entre guillemets, sur ce qu'on déclare. Il faut savoir aussi que on est entreprise à mission depuis 2025. Depuis 2024, pardon, mais on est aussi norme ISO 20121 depuis 2019. Et tout ça mis bout à bout, ça nous pousse obligatoirement à avoir une réflexion pour des prestations et une utilisation de nos véhicules durables et responsables. Ça, c'est la base de la norme ISO 20121. Et sur les objectifs de la société à mission, effectivement, il y a toute une partie RSE qui est obligatoire et qui est suivie, ce qui nous a poussé à passer de véhicules diesel qu'on avait depuis que je suis arrivé chez Fleur de Mai, mais c'est une réflexion qu'on a initiée en 2017-2018, à l'époque où il n'y avait pas encore effectivement l'électrique. Du coup, on s'était orienté vers le GNV, qui était une solution très responsable, mais très difficile à appliquer pour nous, pour des raisons d'approvisionnement principalement. Et ensuite, évidemment, nous, on a eu une perte de temps liée au Covid qui nous a repoussé à reprendre la recherche en 2022. Et encore une fois, le GNV était une des options, mais toujours pas forcément économiquement accessible pour nous. Et c'est là où vous êtes intervenu en 2023 maintenant pour nous proposer effectivement les premiers camions électriques, chose qui nous a paru évident à ce moment-là. Avec un timing qui arrivait parfaitement bien pour nous, parce qu'avec les JO sur lesquels on était très représentés, puisqu'on s'occupait de la team USA au Palais Brognard, ça nous a permis d'avoir les camions électriques à ce moment-là, d'avoir une certaine visibilité, et ils ont fonctionné en plus parfaitement sur cette période. Donc voilà, le fait d'être ISO 20121 entreprise à mission, ça fait partie des choses sur lesquelles on doit travailler. On avait déjà travaillé sur les véhicules des collaborateurs, mais là c'était plus simple. Du véhicule hybride, du véhicule électrique, il n'y avait pas trop de questions et de soucis de technologie. Effectivement, les véhicules frigo sont arrivés plus tard, mais pour moi, c'est malgré les petits inconvénients, une réussite malgré tout. On a renouvelé sur du thermique, mais c'est pour garder aussi cette mixité et ne pas avoir tout dans le même, enfin tous ces œufs dans le même panier, on va dire. On a hâte que ça progresse effectivement en termes de structure extérieure, en termes de praticité, mais là je vous dis, les mises à jour arrivent chez Iveco et ça se met en place. Et le dernier point qui pourrait nous faire bouger ultérieurement, mais ça c'est plus pour vous fréquents, c'est d'avoir un système de relayage avec aussi des camions électriques. Mais ça, c'est peut-être pas encore d'actualité. Non, mais effectivement, ça fait partie de la cohérence d'ensemble du projet, hein, puisqu'en tant qu'entreprise à mission, vous avez effectivement la volonté d'agir sur différents leviers, parce que vous agissez aussi, de par cette mission, sur votre cœur de métier, donc dans la réalisation de vos plats et de vos événements, et aussi de la façon dont vous les transportez, donc à travers cette flotte, et évidemment pour pouvoir aller plus loin et continuer dans cette démarche, parce que c'est bien ça, hein, c'est une démarche. Voilà, vous avez passé les 3 premiers véhicules électriques, et puis les suivants, pour l'instant, voilà, on y va pas à pas, mais la démarche est initiée et ça arrive. Parfait. Tariel, une entreprise comme la vôtre, qui est un gros paquebot, pourquoi et comment on se met en marche? Qu'est-ce qui fait qu'on
on fait tout ce travail, parce que je crois que vous avez commencé il y a une dizaine d'années sur la transition de la flotte et on travaille sur ces sujets-là. Oui, je crois que il y a une volonté d'entreprise, volonté du chef d'entreprise, volonté de la direction. Je crois que c'est un élément clé. Prendre conscience que finalement, les objectifs de développement durable, c'est pas que du bluff et qu'il faut qu'on prenne chacun d'entre nous la taille de ce rapport qui avait été fait par une Norvégienne en 87, hein, on parle de 1987, Madame Bertland, qui dit en substance, on peut faire de la croissance si jamais on ne met pas en péril les générations futures. Je crois qu'on parle de ça, hein, en fait, fondamentalement, et ça se place à tous les niveaux de l'entreprise, mais le chef d'entreprise qui regarde la pérennité de son entreprise est obligé aujourd'hui et toujours d'intégrer les questions économiques, indéniablement, les questions sociales, mais aujourd'hui, plus que jamais, les questions environnementales. Donc voilà, on se situe sur ce registre-là, c'est ce qui fait qu'on voit l'avènement de sociétés engagées, etc. Y a aussi donc il y a un vrai sujet volontariste. L'autre sujet, c'est que comme l'écosystème bouge, il faut bouger avec. Donc nos clients, ils disent si vous n'êtes pas engagé, on va plus bosser avec vous. Donc je crois que là, bon, ça c'est le reflet de l'économie et donc indéniablement. Pas engagé, pas de clients, pas de business. Voilà, on n'est plus dans une entreprise durable. Au-delà de cette partie prenante majeure qui est le client, on a les collaborateurs. Engager des collaborateurs dans une boîte qui globalement pollue beaucoup, c'est pas extraordinaire. Donc, il vaut mieux attirer des talents. Et les talents, on les a aussi parce que on leur propose un cadre, mais aussi une stratégie qui les fait un peu rêver. Donc ça, c'est un élément clé. Je pourrais même aller jusqu'aux sous-traitants. Un certain nombre de nos sous-traitants disent bosser avec quelqu'un qui est engagé, ça vaut le coup. Plus que donc voilà, on a des sous-traitants qui arrivent avec des solutions et qui disent on voudrait bien bosser pour vous parce qu'on sait que vous avez un engagement. Donc voilà, après, il y a plein de formules pour faire valoir tout ça en mettant des coups de tampon, que ce soit EcoVadis, entreprise engagée, il y a des labels dans tous les sens, mais je crois qu'in fine, au démarrage, c'est quand même une volonté d'hommes et de femmes qui veulent aller vers le mieux. Voilà. Après, c'est comment on le fait. Voilà, c'est ça. Et vous, allez-y, je voudrais juste intervenir parce que Tariel dit faire rêver les gens. Je pense qu'il a raison, mais c'est aussi être en ligne avec ses valeurs. Et nos générations futures, aujourd'hui, ont intégré le fait que préserver la planète, ça faisait partie de nos valeurs et qu'on devait le mettre en œuvre, même quand on est dans une sphère professionnelle. Oui, un alignement de valeurs, une volonté. Après, pour passer à l'action, Tariel, vous mentionniez lors de la préparation qu'à un moment donné, il faut aussi avoir la capacité de le faire et donc trouver les financements qui vont bien. Et donc là, la volonté ne suffit pas, j'ai envie de dire. À un moment donné, il faut aussi trouver ce que vous disiez, comment le faire, comment avancer, parce qu'on reste des entreprises. Et ça, parfois, ça peut, on va dire, peut-être ralentir l'élan, même si on trouve toujours des solutions. Peut-être qu'Olivier Dutrec, vous qui êtes en contact avec nos clients au quotidien, vous en avez vu plusieurs, qu'est-ce qui les fait se mettre en mouvement? Selon vous, qu'est-ce que vous avez remarqué dans les principaux drivers chez les clients grands comptes de Fréquin? Finalement, on peut les résumer à trois grandes approches qui se complètent. Elles ne sont pas du tout contradictoires, elles sont complémentaires. Les premières, et c'était effectivement la belle illustration que peut porter Tariel et également Eric, c'est l'approche environnementale. Une société a un rôle aujourd'hui et doit minimiser son impact environnemental pour aujourd'hui, mais également dès demain. Donc là, on est plutôt parfois sur des profils des early adopters, des sociétés qui sont très en avance et qui sont très souvent agiles sur le sujet. Ça peut être aussi des sociétés qui sont plutôt des vitrines du modèle, des leaders ou de fait de leur actionnariat doivent être particulièrement responsables. Et puis on a aussi des entreprises aujourd'hui qui veulent se positionner de fait de leur activité comme un acteur qui est en lien avec son activité. Vous ne pouvez pas être dans un business sur le bio si votre transport n'est pas décarboné. Il y a un décalage entre les valeurs que vous portez et la façon dont vous allez l'opérer. Le deuxième axe dont on parle, effectivement, c'est un domaine en termes de compétitivité. On va avoir deux grandes actions qui se complètent. D'un côté, et on le voit, auparavant, quand vous répondiez à un appel d'offres, vous aviez une alternative pour répondre en vert et vous répondiez en thermique. Maintenant, c'est l'inverse. Si vous voulez prendre du business, vous devez proposer une solution décarbonée et éventuellement, si vous avez de la chance,
on autorisera une alternative en thermique si le verre n'est pas intéressant. Donc là, c'est comment réussir à s'identifier, à se différencier, se positionner durablement, mais comme un acteur d'un point de vue commercial. Et ensuite, c'était effectivement le côté compétitif dont parle Jean-Yves. C'est aujourd'hui, en utilisant des énergies alternatives, vous êtes capable de travailler, de challenger votre modèle, votre coût de détention et d'avoir sous la bonne maîtrise du coût de l'énergie. C'est vraiment ça le fer de lance de cette différenciation. Vous pouvez avoir un coût de détention, le TCO, qui peut être positif. Il faut trouver le juste milieu. Si vous ne roulez pas suffisamment, vous n'embarquez pas suffisamment la différence du coût de l'énergie. Si vous roulez trop, ça peut être un effet délétère. Donc, ça demande énormément d'analyse, de conseils, d'accompagnement, mais c'est pas aujourd'hui, il y a des cas d'usage possibles où décarboner peut rimer avec compétitivité assumée. Et enfin, le dernier point, c'était le point qui était plutôt nouveau dans le monde du transport, qui ne dispose pas forcément toujours d'une bonne image. C'est effectivement un métier qui est pénurique, c'est renforcer la marque employeur en proposant effectivement des conditions de travail. Le véhicule pour le transporteur fait partie des conditions de travail. Auparavant, on demandait au chauffeur de s'adapter au camion, maintenant c'est l'inverse, c'est le camion qui va s'adapter au chauffeur. On parlait de l'aspect générationnel, les nouvelles générations veulent bien se projeter dans un métier comme le monde du transport, si effectivement ils participent à être en phase avec leurs propres valeurs, orientées sur le développement durable. Et là-dessus, on a un double enjeu. C'est vrai que la plupart des chauffeurs, notamment, alors il n'y a pas que ça dans les métiers du transport, mais ça reste quand même une pierre angulaire. La plupart des chauffeurs qui ont testé un poids lourd électrique sont en général plutôt conquis par le confort de conduite et le silence notamment qui revient beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on le voit bien, la suite sera électrique, alors à un rythme qui va arriver plus ou moins vite. C'est quand même une énergie qui bouleverse énormément l'exploitation des flottes. Et comme vous, Eric, et vous, Tariel, vous avez franchi ce pas-là, commencé ces opérations. On va revenir sur comment vous avez fait, les écueils que vous avez pu avoir. Mais avant, la première question, c'est est-ce qu'on a des véhicules électriques disponibles et fiables? Et là, je vais m'adresser à vous, Jean-Yves, puisque vous en fabriquez. Donc, est-ce qu'on a une offre électrique large et disponible aujourd'hui? Oui, on va dire qu'on est déjà entré dans la troisième génération de véhicules électriques. Les premiers étaient un petit peu balbutiants. Les seconds qui ont été lancés il y a 2 ou 3 ans étaient déjà fiables, mais pour le moment avec des autonomies qui n'étaient pas toujours compatibles avec les cas d'usage souhaités par les clients. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a vraiment une offre mature. Et cette offre mature, elle permet, je le disais tout à l'heure, de couvrir plus de 50% des cas d'usage et de façon fiable aujourd'hui. Donc on peut dire que oui, l'offre de véhicules industriels, qu'il s'agisse de tracteurs ou de porteurs, de distribution ou de différentes applications, est fiable et compétitive. Et aujourd'hui, donc vous commercialisez, je crois que c'est 20% de vos ventes qui aujourd'hui sont déjà en énergie alternative. Alors, comme on l'a dit, hein, les véhicules au biocarburant sont déjà disponibles et permettent de décarboner dès aujourd'hui, mais vous avez aussi des véhicules électriques à la route. Oui, ce qui est assez intéressant, on vient de terminer le salon Solutrans, qui est souvent un endroit important pour échanger avec l'ensemble des clients. On voit bien qu'il y a aussi une maturité des clients qui a fortement évolué entre les 2 dernières années. Parce que finalement, ce qui pouvait paraître comme une idée un petit peu saugrenue, en tout cas curieuse, en tout cas pas sûre, pour lesquelles il y avait des doutes sur le coût de revient, le coût d'exploitation des véhicules, eh bien, on l'a dit tout à l'heure, métier de centime, les transporteurs ont fait leur travail d'investigation, de compréhension du business model que l'on peut avoir avec des véhicules électriques. Et moi, j'ai été très surpris de voir la maturité de beaucoup de clients qui aujourd'hui ont compris l'intérêt en termes économiques de basculer vers des véhicules électriques. Et vous le disiez tout à l'heure, hein, notamment en intégrant la notion de coût d'énergie dans le calcul global de l'exploitation d'un véhicule. Donc la maturité des véhicules est une chose, la maturité des clients, elle est clairement en train d'évoluer à une vitesse très très rapide. Effectivement, et donc l'électrique ne change pas que le véhicule, donc on a des véhicules disponibles en électrique, mais ça change également la façon dont on va avitailler son véhicule, donc on ne va plus à la station-service où on n'a plus sa cuve sur son dépôt, on peut se recharger de plein de façons différentes en itinérance, au dépôt, etc. Et donc comment cela se passe? Est-ce que aujourd'hui
la difficulté, elle réside ici ou comment on fait pour se recharger? Est-ce que c'est un problème pour nos clients, notamment Olivier, est-ce que vous êtes confronté à ce sujet? Est-ce que c'est une interrogation pour Effectivement, c'est une nos clients? interrogation et c'est plutôt nouveau pour nos clients. Auparavant, quand on était dans le thermique, les choses étaient assez simples. On consultait les constructeurs, les loueurs pour la partie véhicule, les énergéticiens pour la partie portée sur le diesel majoritairement. Les choses changent effectivement, le besoin n'est pas homogène, donc on doit s'adapter, on doit être vraiment des caméléons aux attentes de nos clients et c'est être en capacité de pouvoir justement pouvoir avoir une approche où la chaîne de valeur va être différente. On va pouvoir proposer aujourd'hui des solutions avec énormément de conseils portés sur un véhicule. Est-ce qu'il faut y adjoindre une borne de recharge? Est-ce qu'il faut y adjoindre également des besoins en matière de fourniture d'énergie? Les choses bougent énormément. Les attentes des clients sont différentes, effectivement, et c'est là où cet accompagnement est vraiment nécessaire. L'objectif que toutes et tous se donnent chez Fréquin, c'est plutôt faciliter ce parcours vers la décarbonation, faciliter l'usage, le déploiement des solutions à faible empreinte carbone. Et effectivement, l'électrique en est une solution, il y en a plusieurs, mais c'est simplifier la chose et on s'occupera du reste. Parfait, donc effectivement, c'est simplifié au maximum. Et d'ailleurs, il me semble, Olivier Renard, que nous avons, en ce sens, d'après ce constat, mis en place quelques éléments. Oui, tout à fait. Alors, nous, si vous voulez, Fréquin en France, c'est 33 000 véhicules. 33 000 véhicules avec à peu près 2 500 véhicules bas carbone. Donc, on a du boulot, on a du chemin encore à parcourir parce que, effectivement, en tant que leader de la location longue durée de véhicules industriels en France, bah, nous nous devons aussi, comme l'ont expliqué très bien Tariel et Eric tout à l'heure, et également Jean-Yves en tant que leader aussi et constructeur, nous aussi, on doit montrer la voie, montrer le chemin à nos clients en tant que conseil, parce que nous sommes un loueur multimarque, mais il y a des moments où il faut qu'on arrive à prendre des décisions et on a signé un accord de partenariat avec MAN France sur un certain nombre de sujets sur les poids lourds électriques. MAN France met à disposition pour l'instant 4 véhicules électriques, comme Jean-Yves l'a expliqué, un tracteur, des porteurs secs, un véhicule benne et un porteur frigo. Et donc, on va pouvoir aller voir nos clients en leur proposant un véhicule poids lourd électrique MAN. En fait, pourquoi on a choisi cette marque et pourquoi on a choisi ces véhicules? On pense que ces véhicules sont mûrs pour pouvoir les montrer à nos clients, faire des essais en réel, etc. Pour nous, en fait, il est temps, c'est le bon moment pour pouvoir accélérer sur ce sujet. En fait, c'est venu, on a eu, notamment avec Jean-Yves, on a rencontré un certain nombre de transporteurs de taille moyenne, des petits, des plus gros, et tous nous ont dit, ah ben, l'électrique, il va falloir que j'essaye, je vais essayer une tournée, et à chaque fois, la difficulté, c'était, ouais, mais bon, ça coûte très cher, comment je fais, comment je le finance, etc. Et c'est vrai que la solution de la location est arrivée, semble être une solution, en tout cas idéale, pour transformer, pour passer à cette transformation et pour passer à l'électrique chez les transporteurs. Ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Un transporteur achetait plutôt ses véhicules. Et là, on voit vraiment une différence. Et je crois que environ 30% des poids lourds électriques qui roulent aujourd'hui sont loués. Et c'est une part qui augmente chez les transporteurs. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé avec MAN France de créer ce partenariat avec donc notamment le prêt de ces véhicules pour faire des tests en réel. D'accord, donc l'essayer, c'est l'adopter. C'est un petit peu le leitmotiv que vous avez choisi de proposer C'est à ce vos que vous clients. disiez tout à l'heure, Bérénice, et c'est vrai que les retours qu'on a des utilisateurs sont très bons. Donc effectivement, on pense avoir un bon retour sur ces essais.
Parfait. Est-ce que l'essayer, c'est suffisant? Parce que l'essayer, c'est une chose, mais est-ce que, il faut quand même pouvoir le recharger. Et donc là, est-ce qu'on a les infrastructures? Est-ce qu'on a les éléments? Comment ça se passe? Et donc, Jean-Yves, je crois que vous avez également annoncé à Solutrans un partenariat avec EDF pour permettre sur du tracteur plutôt de maîtriser son TCO sur certains types de véhicules parce que ça reste un élément important de pouvoir recharger son véhicule également. Alors, absolument, c'est vrai que nous, on aime bien les partenariats avec les leaders. Olivier vient de parler de celui qui concerne Fréquin, et pour moi, un des gros intérêts, d'éviter de consommer les capacités d'investissement des clients en passant par la location. Donc, c'est effectivement un très bon exemple. Sur l'énergie aussi, c'est essentiel. Et c'est vrai que qui mieux que EDF peut être un partenaire pour accompagner les transporteurs sur l'optimisation de leurs coûts d'énergie. Et ce qu'il faut mesurer quand même, c'est que c'est un peu un parcours du combattant pour un transporteur que de discuter dans un premier temps des infrastructures de raccordement de leurs dépôts avec le réseau de type Enedis, de discuter avec des fournisseurs de bornes, avec des superviseurs de gestion d'énergie, avec des énergéticiens pour fournir l'énergie, avec des providers de smart charging qui sont clairement une des solutions qui permet d'optimiser le coût d'énergie. Et c'est vrai qu'on a du coup essayé de simplifier ce parcours client et de le rendre plus compétitif en ayant un partenariat assez compétitif. Ça s'appelle Man Charging 360 et c'est construit avec les différentes entités du groupe EDF, qu'il s'agisse d'Isivia, d'EDF ou de Drive, pour pouvoir proposer un coût d'énergie, y compris les infrastructures, très compétitif. On parle de 17 centimes, y compris infra. C'est quelque chose qui révolutionne, en tout cas qui donne accès à tous les transporteurs à un TCO compétitif. Merci beaucoup. Et effectivement, on va voir peut-être avec Eric et Tariel qui ont entamé ce parcours d'électrification bien avant ce type d'offre. Comment vous avez pu faire et comment est-ce que vous vous êtes organisé? Quels sont vos retours d'expérience par rapport à ces premiers éléments? Comment est-ce que vous avez fait pour opérer aujourd'hui des véhicules électriques puisque c'est le cas? Donc Eric, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors même si évidemment la flotte et la recharge de votre flotte ne nécessite peut-être pas d'équiper un dépôt avec 3 bornes de 150 kW, mais dites-nous un peu plus sur comment vous avez pu fonctionner et quel a été ce que vous avez réussi et ce que vous auriez fait peut-être différemment avec le recul. Alors, nous évidemment, on a une flotte, donc 3 véhicules plus les véhicules de collaborateurs hybrides ou 100% électriques. On a toujours fonctionné avec des bornes depuis 2018-2019 qu'on a récupéré de site en site parce que depuis 2019, en quittant chaque site, donc le site de Saint-Ouen où nous étions pour les JO, où on nous a mis dehors à proprement parler puisqu'on était sur le village olympique, pour aller à Saint-Ouen où nous avions récupéré les bornes pour pouvoir les réinstaller. À Saint-Denis, suite à un incendie, on a été obligé aussi de quitter les lieux, mais on a quand même réussi à récupérer les bornes. Et là, du coup, on a agrémenté les bornes existantes de 2 autres bornes de 22 kg. Et là, effectivement, on ne parle pas des mêmes besoins en recharge. On a 4 bornes qui nous permettent d'alimenter nos véhicules électriques qui ont une autonomie suffisante pour être rechargés tous les 3 jours, on va dire. Donc, on a bloqué nos 2 bornes 22 kg pour les véhicules. Et ce n'est pas un investissement excessif et c'est une structure facilement implantable sur notre site, sur notre parking. Il n'y a pas trop de sujets. L'autonomie de ces véhicules fait que de toute façon, voilà, on a 2 bornes bloquées de 22 kg pour eux et les 2 autres bornes pour les véhicules des collaborateurs. Donc, on n'a pas de problème de charge, et ce, d'autant plus que par rapport à un camion thermique sur lequel on a évolué aussi, parce que effectivement, c'est notre personnel qui allait en station rechargée. Dorénavant, on a fait appel à une société extérieure qui nous charge nos camions une fois par semaine en gasoil. Donc, on n'a plus de problème de temps de travail de nos vacataires, puisque nos chauffeurs sont vacataires. Donc, on n'a plus de problème de temps de travail sur les vacataires pour le gasoil, ni pour l'électrique. Donc, on gagne déjà un peu de temps.
On a estimé à une grosse centaine d'heures à l'année, ce qui n'est pas négligeable. Et le fait de passer avec trois véhicules électriques, on a une projection à 10 000 litres de gasoil par an en moins. Donc, oui, donc c'est un gain de productivité, de réduction des coûts, mais aussi un gain de productivité pour vos équipes. Merci beaucoup. Et vous mentionniez tout à l'heure quelques difficultés, en tout cas au démarrage technique, mais qui, quand ça fonctionne, vous nous disiez que vos chauffeurs se battraient presque pour conduire les véhicules électriques et que c'était plutôt du bonheur pour les chauffeurs. Exactement. Et les petites difficultés techniques qu'on rencontre, c'est soit des problématiques techniques pures, soit des problèmes d'utilisation, parce que nouveauté, il y a des petites choses que j'aimerais pouvoir faire changer, des choses bêtes, mais par exemple le haillon, nous on fonctionne avec des haillons électriques forcément, mais du coup ce haillon doit être déconnecté dans la cabine au moment de l'arrêt du moteur, et si on l'oublie, du coup il reste en charge toute la nuit par exemple. D'accord. Ça, c'est effectivement les premiers aléas, c'est le côté pionnier où vous avez effectivement essuyé un petit peu ces plâtres-là. Tariel, de votre côté, comment est-ce qu'on bouge un gros paquebot? Et je pense qu'on va voir aussi un petit peu l'ampleur de la transformation que vous avez menée et qui reste à mener avec votre périmètre et les éléments. Alors, quel est votre retour d'expérience sur cette transformation que vous avez menée à grands pas? Oui, on va peut-être voir une image un peu complexe là à l'écran. L'organisation française a édicté une stratégie qui s'appuie sur 3 points. Les 3 points sont sur la partie gauche, donc réaliser une transition énergétique pour décarboner l'entreprise. Pour ce faire, on s'appuie sur 3 volets. Le premier, c'est avoir des infrastructures à énergie positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de produire, de stocker et de distribuer l'énergie sur nos sites. Prioriser donc l'avitaillement au dépôt. Le deuxième, c'est de migrer le parc de véhicules vers en flotte propre, donc ce qu'on appelle le scope 1, donc les véhicules qu'on opère sous pavillon propre, ou à nous, en propre ou en location du reste, donc vers des énergies bas carbone, dont l'électricité. Et puis le dernier sujet, c'est de bouger aussi tous nos partenaires, puisque le scope 1 ne représente que 25% de l'ensemble des émissions de CO2 de l'entreprise routière française Schenker. Pour ce faire, donc d'abord, on se préoccupe de quelle énergie on achète. On a de la chance en France, on a une énergie nucléaire, donc elle est sur le principe décarboné, mais c'est plus compliqué si on est dans un autre pays. Ici, nous, on a opté pour acheter de l'énergie verte, donc garantie d'origine. Donc en plus d'avoir de l'énergie électrique, elle est bien estampillée verte. Donc c'est un gage d'engagement supplémentaire. La cartographie aujourd'hui, donc la situation là au début du mois d'octobre, c'était un parc sur les 1200 véhicules qui est constitué de 63 poids lourds au biogaz, de 410 véhicules au HVO et de 135 véhicules électriques poids lourds. Donc poids lourds de différentes marques, on en a 5 et on a testé ça depuis maintenant une bonne dizaine d'années, puisque les premiers véhicules, ce sont des véhicules qu'on avait rétrofités nous-mêmes par un opérateur turc. Ce qui fait que, avec 608 véhicules, c'est 50% de notre flotte qui est bas carbone, avec en plus tout un volet sur la partie affrètement, puisque ça c'est sur la partie messagerie de Schenker, mais on a toute la partie affrètement aussi, où on est capable de faire plus de 3000, même 3500 expéditions en affrètement avec des sous-traitants, avec des énergies alternatives, donc type HVO, B100, etc. Si on focalise sur l'électricité, donc l'électricité, priorité, avitaillement au dépôt. Jean-Yves évoquait la question du prix du kilowatt. En itinérance, on peut monter à des prix à 70 centimes du kilowatt. Si on reste à la maison, en fonction de qu'est-ce qu'on a comme infrastructure, on peut descendre au prix d'achat de l'électricité à un tarif bas. Si on a un tarif fluctuant, on peut même être à 0 entre midi et 2, ce qui n'est pas notre cas, mais en moyenne, on est autour des 17 centimes. L'enjeu pour nous aujourd'hui, il n'est plus tellement sur la question du véhicule. On voit bien que des constructeurs ont dans leur portefeuille maintenant des solutions qui répondent aux besoins. Donc la question de l'autonomie des véhicules ne se pose plus.
la question de la fiabilité des véhicules se pose nettement moins par rapport à ce qu'on a pu expérimenter aujourd'hui. Donc, je ne voudrais pas contredire Eric qui a raison. On a encore des difficultés techniques sur un certain nombre de véhicules. Quand le véhicule tombe en panne électrique, il a tendance à rester un peu plus longtemps au garage pour trouver la panne. Mais globalement, on est très, très satisfait de cette partie-là. L'enjeu pour nous, c'est vraiment les infrastructures. Alors, autour des infrastructures, qu'est-ce qu'on fait? On installe donc des panneaux photovoltaïques. Donc, vous voyez une petite image, là, on en a 12, en l'occurrence sur le territoire français, parce qu'on en a au Maroc aussi. Voilà. On a opté, donc on installe aussi des infrastructures sous forme de transformateurs. Donc, 21 de nos 80 sites en France, on a 120 sites au total, mais 80 sites routiers. Donc, 21 de ces sites sont équipés maintenant de transformateurs, c'est-à-dire qu'on a des contrats d'électricité haute puissance avec un fournisseur d'électricité et on a connecté avec Enedis la capacité de haute puissance, c'est-à-dire 3000 kW, pour pouvoir ravitailler sur nos propres sites. Le futur, eh bien, jusqu'à présent, on a été capable de principalement ravitailler autour de bornes AC, donc de petite puissance, 22 kW, puisque les véhicules sont principalement des porteurs et ne roulent pas la nuit. On voit maintenant avec l'avènement des tracteurs qui sont proposés par toutes ces marques la capacité de pouvoir rentrer dans une autre dimension. Donc on aura dans le nouveau parc de véhicules un certain nombre de véhicules, dont des MAN, sur le parc français pour faire des tractions. Donc on aura 13 tractions électriques, donc ce qui portera le total à peu près, 197 poids lourds électriques dans le parc français qui vont rouler là, début d'année prochaine. Et puis on mettra aussi à peu près 200 véhicules de plus sur la partie HVO. Donc c'est vraiment la question de la supervision qui maintenant se pose, pour lesquelles on a quelques accords donc, avec des entreprises comme ChargePoint et comme Mobilize, pour être capable de faire en sorte que l'électron soit le moins coûteux possible pour garantir que le TCO soit au rendez-vous. Donc voilà les grands sujets. Donc il y a un vrai sujet d'anticipation pour la question du raccordement au réseau. Il y a un vrai sujet financier, puisque c'est pas uniquement maintenant la question du véhicule dont on parle, mais c'est la question des infrastructures et du prix du kilowattheure. Je vous donne quelques exemples, c'est toujours intéressant d'avoir quelques exemples de prix, mais installer un transformateur, c'est rapidement 300 000 euros. Hein. Donc vous voyez, on en a installé 21, donc vous voyez, multipliez vous-même, ça fait des chiffres importants en termes d'investissement. Idem sur la partie borne du 400 kW avec 6, 7, 8 pistolets, on arrive rapidement à aussi un petit demi-million. Donc, il faut bien dimensionner ces infrastructures. Il faut aussi se faire bien comprendre qu'il y a beaucoup d'aides d'État en France qui nous accompagnent sur ces sujets. Je pense que ce n'est pas à sous-estimer, aussi bien sur le poids lourd, donc avec les C2E aujourd'hui, enfin, appel à projet jusqu'à présent, C2E aujourd'hui, mais aussi sur les infrastructures, prime à devenir, tir UERT, enfin voilà des mécaniques complexes qu'il faut aller chercher pour essayer de gommer une partie du TCO. Ça ne fera pas des miracles parce que ça ne couvre que quelques points de TCO, donc ce n'est pas l'entièreté. Il y a vraiment une question opérationnelle, mettre ces véhicules sur l'intensité tonne kilométrique le plus élevé, évidemment. Et puis après, il y a aussi une dimension commerciale parce qu'il faut faire payer tout ça aux chargeurs, évidemment, qui a aussi sa part du gâteau à prendre dans cette équation. Si les constructeurs font un effort, si les transporteurs font un effort, les loueurs, puisque là on est avec Fréquin, évidemment aussi, tout le monde a un bout d'effort à faire. Le chargeur a indéniablement aussi un effort à faire pour faire en sorte d'aller vers cette électrification. Donc voilà un topo le plus complet possible de 10 ans d'histoire, quoi. Très, très intéressant, et j'entends deux choses. C'est effectivement, ce sont des projets qui n'ont plus rien à voir avec le véhicule thermique, où on ne s'occupait que d'acheter le véhicule thermique. Aujourd'hui, il faut évidemment se soucier de trouver un véhicule électrique et de l'acheter ou de le louer, enfin de le financer. Mais il faut aussi investir dans des installations, et donc ça devient aussi un projet à part entière, ce qui n'était pas le cas sur l'énergie thermique précédemment. La deuxième chose que je retiens, c'est que vous avez quand même démarré
sans avoir toutes ces infrastructures. Donc, il est tout à fait possible de démarrer aujourd'hui avec des petites bornes 22 kW, même avec des poids lourds, pour démarrer. Et l'enjeu de l'infrastructure se fait au moment de la massification. Donc, je crois que c'est important aussi de rappeler qu'il faut démarrer, il faut apprendre. Vous l'avez dit, hein, Tariel et Eric, vous apprenez. Certes, il y a des écueils, on apprend, on avance sans mettre toute l'entreprise à mal. C'est vraiment de se dire, voilà, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on avance, il faut qu'on fasse ses premiers pas. Il faut tester les véhicules pour se rendre compte au niveau des opérations, ce que ça fait, ce que ça dit, comment on recharge, comment ça va impacter mon activité, pour pouvoir ensuite faire des choix et pouvoir monter ces projets d'investissement plus importants ou aller vraiment mettre en place les opérations qui vont autour du véhicule électrique. Merci beaucoup pour ça. J'ai une petite question, il nous reste quelques minutes, donc ce sera vraiment en une phrase. Aujourd'hui, on vit une grande transformation, une grande disruption, si je puis dire, dans notre secteur. Est-ce que vous pensez que d'autres innovations pourraient venir disrupter, accompagner cette transition, peut-être l'accélérer ou la chambouler, si vous en avez quelques-uns, et est-ce que vous y croyez ou pas? Peut-être Eric, je crois que... Alors nous, effectivement, on est toujours à l'affût de ce qui va se passer. Là, je vous dis, on est reparti pour 3-4 ans avec donc nos électriques, les thermiques. Du fait de notre partenariat et de la proximité du port de Gennevilliers, on est à l'étude sur du transport fluvial aussi, avec des barges électriques. Ça pose d'autres problématiques, mais on travaille sur ce sujet. Nous, on attend vraiment de savoir si la structure extérieure va se développer et comment on pourra utiliser l'extérieur pour recharger nos véhicules. Ça pourra avoir un impact assez important sur l'évolution de notre parc. Des options donc de multimodalité, mais surtout, on vit déjà une grosse transformation, donc essayer de pérenniser et de développer celle-là à fond avant d'aller vers d'autres transformations. Merci beaucoup. Tariel, si vous aviez une ou deux tendances ou plus à nous partager. Très rapidement, moi je pense, comme je m'occupe un peu de prospective et d'innovation dans l'entreprise, allez, quelques grandes tendances. Je pense que la question du local pour le local se posera clairement plus fortement. Local dans la consommation, mais local aussi dans la question énergétique. Produire local, consommer local, distribuer local. Je crois que c'est un enjeu. On voit l'avènement de batteries stationnaires et des sujets comme ça. Je pense que ça peut venir disrupter fortement. Et c'est une volonté de l'État aussi d'être résilient et autonome sur cette partie-là. Le retour de l'hydrogène, Jean-Yves le mentionnait, je pense qu'à terme, le retour de l'hydrogène se posera non pas sous la forme du véhicule, mais sur le surplus d'énergie qu'il faudra stocker. Si on est local pour local, alors il faut stocker de l'énergie. Le stocker, l'hydrogène est un bon moyen, puisqu'on peut le réutiliser dans un véhicule. La question de l'électrification aussi des voies, donc tout ce qui est autoroute électrique, est un sujet qui peut venir, ce qui viendrait fortement perturber les investissements qu'on a aujourd'hui. Faut-il y croire? Je ne sais pas. J'ai quelques doutes, mais voilà, il faut l'avoir dans le viseur. Et puis le dernier point, mais je crois que Jean-Yves en parle, les véhicules autonomes. Très bien, Jean-Yves, c'est peut-être aussi une bonne passe. Les véhicules autonomes également, c'est une tendance que vous pensez à suivre dans les prochaines années et peut-être quelques autres? Alors, nous, on dit toujours qu'il y a 3 méga tendances pour l'avenir. La première, on vient d'en parler, c'est les véhicules autonomes. C'est davantage finalement l'accompagnement de la conduite avec des outils pour améliorer la sécurité, la fiabilité des véhicules et aussi accompagner l'évolution du métier des transporteurs et des conducteurs. La deuxième, c'est la digitalisation et la troisième, c'est l'électrification. Et finalement, si je combine les deux dernières, digitale et électrique, on revient à la discussion qu'on vient d'avoir juste avant. Dès lors qu'on utilise des véhicules qui peuvent profiter des solutions de smart charging qui sont sur le marché, dès lors qu'on travaille sur des infrastructures de recharge qui le permettent aussi, moi j'aime bien rendre des choses assez concrètes et assez simples. Demain, pour un transporteur, il devrait pouvoir rouler le lundi et le mardi de façon gratuite au moins 7 mois de l'année, quand on peut bénéficier de coûts d'énergie extrêmement compétitifs dans la journée, le soir, les journées ensoleillées ou ventées. C'est une perspective assez simple, finalement, de se dire que
demain, 2 jours sur 5, les véhicules vont pouvoir rouler quasiment gratuitement. Évidemment, ça s'organise, ça se fait petit à petit. Ça se fait avec des partenariats dont on a parlé, que ce soit avec des gens comme EDF ou bien sûr avec Fréquin. Mais c'est une perspective heureuse, je trouve, que de se dire... Exactement. Et je pense qu'on a besoin de futurs désirables et c'est un excellent moyen de conclure. Je pense que voilà, c'est évidemment aujourd'hui une vertigineux comme transformation et comme élément, mais je pense que vos regards croisés nous montrent qu'il faut essayer, y aller, que tester en tout cas l'électrique. Les véhicules sont disponibles, c'est tout à fait possible de le réaliser. Évidemment, ça ne se fait pas de la même façon qu'avec un véhicule thermique. Et puis, pour une perspective plutôt heureuse, celle de éventuellement un jour pouvoir rouler gratuitement à certains jours et certains moments de l'année. En tout cas, les acteurs de la filière que nous sommes y travaillons. Et c'est une perspective qui nous permet d'aller de l'avant et d'y aller avec probablement beaucoup plus de volonté et de légèreté que de ne le voir que comme une contrainte. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci à tous nos spectateurs en ligne d'avoir suivi ce webinaire. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le Q&A ou via les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous les adresser. Nous y répondrons avec la mise à disposition du replay de cette table ronde sur le site de Fréquin. Un immense merci, une excellente fin de journée et n'hésitez pas également à aller consulter les 3 autres webinaires qui ont eu lieu aujourd'hui avec un focus Europe, Espagne et Royaume-Uni dans la journée. Plein de perspectives et d'éléments très intéressants sur l'avenir, le futur des flottes professionnelles. Un immense merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci tout le monde. Au revoir.